Amis du roman historique, bonjour. Donc deuxième épisode de Léon l'Africain d'Amin Malouf. Voilà. Donc la semaine dernière, on avait lu les passages de l'Espagne musulmane d'André Clotte. Donc c'était aux éditions, je l'ai marqué là, aux éditions Perrin, c'était en 89. Et Léon l'Africain de David Malouf a été écrit en 86, je crois, si je me souviens bien, chez Jean-Claude Lattès. C'est ça, en 86. Donc l'un ne peut pas être la source de l'autre, mais bon, disons que les sources de l'Espagne musulmane ont sûrement dû inspirer Amin Malouf. Voilà. Donc je vais vous lire tout d'abord la jaquette de l'ouvrage. Donc cette autobiographie imaginaire part d'une histoire vraie. En 1518, un ambassadeur maghrébin revenant d'un pèlerinage à la Mecque est capturé par les pirates siciliens qui l'offrent en cadeau à Léon X, le grand pape de la Renaissance. Ce voyageur s'appelle Hassan al-Wassan. Il devint le géographe de Jean-Léon de Médicis, dit Léon l'Africain. Sa vie faite de passion, de danger et d'honneur, et que ponctuent les grands événements de son temps, est fascinante. Il se trouvait à Grenade pendant la Reconquista, d'où, avec sa famille, il a dû fuir l'Inquisition. En Égypte, lors de sa prise par les Ottomans, en Afrique noire, à l'apogée de l'empire de l'Askia Mohamed Touré, enfin à Rome, aux plus belles heures de la Renaissance, ainsi qu'au moment du sac de la ville par les soldats de Charles Quint. Homme d'Orient et d'Occident, homme d'Afrique et d'Europe, on pouvait facilement trouver dans l'histoire personnages dont la vie correspond davantage à l'époque étonnante que fut le XVIe siècle. Voilà. Donc Amin Malouf, Léon l'Africain. Donc je vais vous lire quelques passages. Donc on va commencer par page 9, moi, Hassan, fils de Mohamed. Page 9. Moi, Hassan, fils de Mohamed, le penseur, moi, Jean-Léon de Médicis, circoncis de la main d'un barbier et baptisé de la main d'un pape. On me nomme aujourd'hui l'Africain car d'Afrique ne suis ni d'Europe ni d'Arabie. On m'appelle aussi le Grenadin, le Fassi, le Zayati, mais je ne viens d'aucun pays, d'aucune cité, d'aucune tribu. Je suis fils de la route, ma patrie caravane et ma vie la plus inattendue des traversées. Mes poignets ont connu tour à tour les caresses de la soie et les injures de la laine, l'or des princes et les chaînes des esclaves. Mes doigts ont écarté 1000 voiles, mes lèvres ont fait rougir 1000 vierges, mes yeux ont vu agoniser des villes et mourir des empires. De ma bouche, tu entendras l'arabe, le turc, le castillan, le berbère, l'hébreu, le latin et l'italien vulgaire, car toutes les langues, toutes les prières m'appartiennent. Mais je n'appartiens à aucune, je ne suis qu'à Dieu et à la terre, et c'est eux qu'un jour prochain je reviendrai. C'est à eux qu'un jour prochain je reviendrai. Et tu resteras avec moi, mon fils, et tu porteras mon souvenir, et tu liras mes livres, et tu reverras alors cette scène. Ton père habillé en napolitain sur cette galée qui le ramène vers la côte africaine, en train de griffonner comme un marchand qui dresse son bilan au bout d'un long périple. La belle introduction. Donc ensuite, page 14, esclave. Mon père et elle, cousins parmi l'un, promis à l'autre depuis l'enfance, mariés pendant 4 ans sans qu'elle tombe enceinte, avaient senti monter autour d'eux dès la seconde année le bourdonnement d'une rumeur infamante. Si bien que Mohamed
était revenu un jour avec une belle chrétienne aux cheveux noirs tressés, achetée à un soldat qu'il avait capturé lors d'une razzia aux environs de Mercy. Il l'avait appelée Varda, l'avait installée dans une petite pièce donnant sur le patio, parlant même de l'envoyer chez Ismaël l'Égyptienne pour qu'il lui enseigne le luth, la danse et l'écriture comme aux favorites des sultans. J'étais libre et elle était esclave, me dit ma mère. Et entre nous, le combat était inégal. Elle pouvait user à sa guise de toutes les armes de la séduction, sortir sans voile, chanter, danser, verser du vin, cligner des yeux et se dévêtir, alors que j'étais tenu, de par ma position, de ne jamais me départir de ma réserve, encore moins de montrer un intérêt quelconque pour les plaisirs de ton père. Il m'appelait ma cousine. En parlant de moi, il disait respectueusement la hora, la libre, ou la rabiya, l'arabe, et Varda elle-même me montrait toute la déférence qu'une servante doit à sa maîtresse. Mais la nuit, c'était elle la maîtresse. Voilà, c'est une partie de l'intrigue. Voilà, ensuite page 53, le vin coule en moi comme le sang. Page 53. Les phrases que je t'ai répétées, Hassan, sont des fragments des discours du cheikh prononcés quelques mois avant la chute de Grenade. Que j'approuve ou non ces propos, j'en suis tout secoué, même quand je me les rappelle 10 ans plus tard. Tu peux donc imaginer l'effet que ces sermons produisaient sur cette ville aux abois qu'était Grenade en l'année 896 de l'Hégire. À mesure qu'il réalisait que la fin était proche et que les malheurs inlassablement prédits par Astagfirullah commençaient à s'abattre sur eux, les Grenadins en étaient venus à se persuader que le cheikh avait eu raison dès le début, et que c'est le ciel qui avait toujours parlé par sa voix. On ne vit plus alors dans la rue, même dans les quartiers pauvres, un seul visage de femme. Certaines même des filles à peine pubères se couvraient par crainte de Dieu, d'autres par crainte des hommes, car des troupes de jeunes armées de gourdins s'étaient formées pour appeler les gens à faire le bien et à s'éloigner du mal. Plus aucune taverne n'osa ouvrir sa porte, même en cachette. Les prostituées quittèrent la ville en grand nombre pour se rendre au camp des assiégeants, où les soldats leur firent bon accueil. Les libraires dérobèrent, au regard les ouvrages qui mettaient en doute les dogmes et les traditions. Les recueils de poèmes où l'on célèbre le vin et les plaisirs, ainsi que les traités d'astrologie et de géomancie. Un jour, des livres furent même saisis et brûlés dans la cour de la grande mosquée. Je passais là par hasard, alors que le petit boucher commençait à s'éteindre et que les badauds se dispersaient en même temps que la fumée. Une feuille envolée m'apprit qu'il y avait dans le lot l'œuvre d'un médecin poète des temps passés connu sous le nom d'Al-Qalandar. Sur ce papier, à moitié dévoré par le feu, je pus retrouver ces mots. Ce qu'il y a de mieux dans ma vie, je le tiens à l'ivresse. Le vin coule en moi comme le sang. Voilà, bien écrit tout ça. Voilà, page 62, le siège. Il a fait froid cette année-là sur Grenade. Froid et peur. Et la neige était noire de terre remuée et de sang. Qu'elle était familière la mort, que l'exil était proche, que les joies du passé étaient cruelles au souvenir. Ma mère n'était plus la même quand elle parlait de la chute de notre ville. Elle avait pour ce drame une voix, un regard, des mots, des larmes, et je ne lui connaissais en aucune autre circonstance, Moi-même, je n'avais pas 3 ans en ces journées tumultueuses, et je ne sais si les cris qui se pressent en cet instant à mes oreilles sont le rappel de ce que j'ai vraiment entendu alors, ou bien seulement l'écho des 1000 récits qu'on m'en a fait depuis. Ces récits ne commençaient pas tous de la même manière. Ceux de ma mère parlaient d'abord de disette et d'angoisse.
Dès les premiers jours de l'année, disait-elle, les neiges étaient venues couper les rares routes que les assiégeants avaient épargnées en achevant d'isoler Grenade du reste du pays, et surtout de la Vega et des monts Alpujarras. Au sud, d'où nous parvenaient encore blé, avoine, millet, huile et raisins secs. Dans notre voisinage, les gens avaient peur, même les moins pauvres. Ils achetaient chaque jour tout ce que leur tombait sur la main. Et de voir les jarres de provisions alignées contre les murs des chambres, ils avaient, au lieu de se sentir rassurés, encore plus peur de la famine, des rats et des pillards. Tous disaient que si les routes s'ouvraient à nouveau, ils partiraient sans tarder vers quelques villages où ils avaient de la famille. Au premier mois du siège, c'étaient les habitants des villages alentours qui cherchaient asile à Grenade, rejoignant ainsi les réfugiés de Guadix et de Gibraltar. Ils se logeaient tant bien que mal chez leurs proches, dans les dépendances des mosquées ou dans les bâtiments désaffectés l'été précédent. Ils étaient même dans les jardins et les terrains vagues, sous les tentes de fortune. Les rues étaient parsemées de mendiants de toutes origines, parfois regroupés par familles entières, pères, mères, enfants et vieillards, tous squelettiques et hagards, mais souvent aussi rassemblés en bandes de jeunes aux allures inquiétantes. Et les hommes d'honneur, qui ne pouvaient se livrer à l'aumône ni au brigandage, mouraient lentement dans leur demeure à l'abri des regards. Tel ne fut pas le sort des miens. Même au pire moment de pénurie, notre maison n'a jamais manqué de rien, grâce à la position de mon père. Il avait en effet hérité de son propre père une importante charge municipale, celle de Mitterrand principal, avec pour fonction de peser les grains et de s'assurer de l'honnêteté des pratiques commerciales. C'est ce qui valut aux membres de ma famille le surnom d'Arhoazan, le peseur, que je porte toujours au Maghreb. Nul ne sait que je m'appelle aujourd'hui Léon ou Jean-Léon de Médicis. Nul ne m'a jamais surnommé l'Africain. Là-bas, j'étais Hassan, fils de Mohamed al-Hassan, et dans les actes officiels, on ajoutait al-Zayhati, du nom de ma mère, je pense, de ma tribu d'origine, la tribu d'origine al-Garnati, les Grenadins. Et lorsque je m'éloignais de Fès, on me désignait également par Al-Fasi, référence à ma première patrie d'adoption, qui ne fut pas la dernière. Alors, page 67, Boabdil. Al-Muli était le principal collaborateur du sultan, et l'on attendait de sa bouche un éloge en prose rimée de l'attitude adoptée jusqu'ici par son maître. Il n'en fut rien. S'il adressa bien son discours aux glorieux descendants de la glorieuse dynastie Nasrid, il poursuivit sur un ton tout autre. Seigneur, me garantissez-vous l'impunité? La manne, si je dis sans détour et sans retenue ce que je pense en cet instant, Boabdil acquiesça d'un léger signe de tête. Mon avis, enchaîna le vizir, c'est que la politique que nous suivons ne sert ni Dieu ni ses adorateurs. Nous pouvons discourir ici 10 jours et 10 nuits durant. Cela ne mettra pas un grain de riz dans le bol vide des enfants de Grenade. Regardons la vérité en face, même si elle est odieuse, et fuyons le mensonge, même s'il est paré de joyaux. Notre cité est grande, et déjà autant de paix, et il n'est pas facile de lui procurer les vivres dont elle a besoin. Chaque jour qui passe prélève son lot de victimes, et le Très-Haut nous demandera un jour des comptes pour tous ces innocents que nous avons laissés mourir. Nous pourrions exiger des habitants des sacrifices si nous leur promettons une délivrance prochaine. Si une puissante armée musulmane était en route pour dégager Grenade et punir ses assiégeants, mais nous le savons maintenant, personne ne viendra nous secourir. Toi, Seigneur de ce royaume, tu as écrit au sultan du Caire et à l'Ottoman. T'ont-ils répondu? Boabdil haussa les sourcils en signe de négation.
Et récemment encore, tu as écrit aux souverains musulmans de Fès et de Tlemcen pour qu'ils accourent avec leur armée. Comment ont-ils réagi? Ton sang noble, ô Boabdil, t'a interdit de le dire, mais je le ferai à ta place. Eh bien, les souverains de Fès et de Tlemcen ont envoyé des messagers alourdis de cadeaux, et non pas à nous, mais à Ferdinand, pour lui jurer que jamais il ne porterait les armes contre lui. Grenade est seule, aujourd'hui, car les autres villes du royaume sont déjà perdues, car les musulmans des autres contrées sont sourds à notre appel. Quelle solution nous reste-t-il? Voilà, donc page 82, le départ. Nous étions encore à quelques pas de la muraille lorsqu'un spectacle étrange s'offrit à nos yeux, écarquillés. Deux troupes de cavaliers semblaient se diriger vers nous. L'une à droite, remontant du Génil, mais avançant au trot malgré la pente. L'autre, à notre gauche, venant du côté de l'Alhambra, la démarche pesante. Bientôt, un cavalier se détacha de celle-ci et partit d'un pas plus soutenu. Revenu précipitamment vers la ville, nous franchîmes à nouveau la porte de Najd, sans toutefois en refermer le battant pour continuer à observer sans être vus. Quand la cavalerie de l'Alhambra fut tout près, ma mère étouffa un cri. « C'est Boabdil !» dit-elle, et craignant d'avoir parlé trop haut, elle colla sa paume sur ma bouche pour me faire taire, alors que j'étais parfaitement silencieux. Ma sœur de même, absorbée l'un et l'autre par l'étrange chaîne qui se déroulait devant nous. Du sultan, je ne vis que le turban dont il s'était ceint la tête et qui lui couvrait le front jusqu'aux sourcils. Son cheval me parut bien terne face aux deux pâles froids royaux qui venaient de l'autre côté, avançait maintenant au pas couvert d'or et de soierie. Boabdil fit mine de vouloir mettre pied à terre, mais Ferdinand l'arrêta d'un geste rassurant. Le sultan s'approcha alors de son vainqueur et tenta de lui saisir la main pour le baiser, mais le roi la retira. Et Boabdil, qui s'était penché sur lui, ne put lui embrasser que l'épaule, signe qu'il était toujours traité en prince. En prince de Grenade, toutefois. Les nouveaux maîtres de la cité lui avaient accordé une petite seigneurie dans les monts Alpujarras, où il était autorisé à s'installer avec les siens. La scène de la porte de Najd ne dura que quelques secondes, au bout desquelles Ferdinand et Isabelle poursuivirent leur route en direction de l'Alhambra. Alors que Abdil, un moment interloqué, tourna une fois sur lui-même avant de reprendre sa marche. À pas si lent, qui fut très vite rejoint par sa troupe, formée de plus d'une centaine de chevaux et de mulets transportant des hommes, des femmes, des enfants, ainsi qu'un grand nombre de coffres et d'objets enveloppés de draperies. Le lendemain, on racontait qu'il avait déterré les cadavres de ses ancêtres et les avait emmenés avec lui, pour leur éviter de tomber aux mains de l'ennemi. Voilà, ça me fait penser que il y a un très beau tableau au musée d'Orsay, L'Adieu, d'Alfred de Hodank, un tableau de 1869. C'est un tableau du 19e siècle, mais où on voit bien toute la détresse de l'adieu du roi Boabdil. Allez voir ça au musée d'Orsay. Très beau tableau. Classé dans les pompiers, mais bon, moi je trouve ça beau. Voilà. Ensuite, page 88, l'expulsion. En Jumada Tania de cette année-là, 3 mois après la chute de Grenade, des héros royaux vinrent au centre de la ville proclamer, tambour à l'appui, et en arabe autant qu'en castillan, un édit de Ferdinand et Isabelle décrétant la rupture définitive de toute relation entre juifs et chrétiens, ce qui ne peut être accompli qu'en expulsant de notre royaume tous les juifs. Désormais, ceux-ci devaient choisir entre le baptême et l'exil. Ils optaient pour cette dernière solution. Ils avaient 4 mois pour vendre leurs biens meubles et immeubles, mais ils ne pouvaient emporter avec eux ni or ni argent. Quant au lendemain de cette
Quant au moment de cette proclamation, Sarah vint nous voir. Elle avait le visage tuméfié par une interminable nuit de pleurs, mais de ses yeux jamais désormais secs se dégageait cette sérénité qui souvent accompagne l'arrivée d'un drame trop longtemps attendu. Elle se permit même d'ironiser sur l'édit royal, récitant d'une voix d'homme enrouée des phrases qu'elle avait retenues. Nous avons été informés par les inquisiteurs et par d'autres personnes que le commerce des Juifs avec les chrétiens entraîne les pires maux. Les Juifs cherchent à réduire les chrétiens nouvellement convertis ainsi que leurs enfants en leur faisant tenir des livres de prière juives, en leur procurant à Pâques du Pahazim, en les instruisant sur les mets interdits, en les persuadant de se conformer à la loi de Moïse. Notre sainte foi catholique s'en trouve avilie et diminuée. À 2 reprises, ma mère dut lui faire baisser le ton, car nous étions assis dans le patio en cette matinée de printemps, et Salma n'aurait pas voulu que cette moquerie tombe dans l'oreille d'un voisin malveillant. Fort heureusement, Varda était partie au marché avec son père avec mon père et ma sœur, car je ne sais quelle aurait été sa réaction en entendant prononcer sur un mode ironique les noms de sainte foi catholique. Donc, ensuite on a page 143, école coranique. Entre autres sujets, mon père et mon oncle avaient discuté de mon avenir. Ils étaient convenus qu'il était temps pour moi de commencer l'école. D'autres enfants y allaient plus tard, mais je donnais, paraît-il, des signes d'intelligence précoce. Il était inutile de me laisser la journée entière à la maison en compagnie des femmes. Je pourrais me ramollir, ma vérité pourrait en pâtir. Ils vinrent me l'expliquer l'un après l'autre et solennellement m'accompagnèrent tous les deux un matin à la mosquée du quartier. Le maître, un jeune cheikh enrubanné à la barbe presque blonde, me demanda de lui réciter la Fatiha, première sourate du livre, et je le fis sans une faute, sans la moindre hésitation. Il s'en montra satisfait. Ton éducation est bonne, ma mémoire. Son éducation est bonne, sa mémoire est précise. Il ne lui faudra pas plus de 4 ou 5 ans pour mémoriser le Coran. Je n'étais pas peu fier, car je savais que beaucoup d'élèves y passaient 6 années, parfois 7. C'est après avoir appris par cœur le livre de Dieu que je pourrais entrer au collège où s'enseignaient les diverses sciences. Je lui donnerai également quelques principes d'orthographe, de grammaire et de calligraphie, précisa le maître. Quand on lui demanda quelle rétribution il lui voulait, il fit un pas en arrière. Ma rétribution, je n'en attends que du très haut. Non sans ajouter toutefois que chaque parent d'élève donnait ce qu'il pouvait à l'école au moment des fêtes, avec un présent plus substantiel à la fin de la dernière année, lors de la grande récitation. Tout de même. Me promettant de retenir au plus tôt les 114 sourates, je commençais à suivre assidûment 5 jours par semaine les cours du cheikh. Il n'y avait pas moins de 80 garçons dans ma classe âgés de 7 à 14 ans. Chaque élève venait à l'école dans l'habit qui lui plaisait, mais nul n'aurait songé à porter des vêtements somptueux en soie ou broderie, sauf en certaines occasions. De toute manière, les fils des princes et des grands du royaume n'allaient pas aux écoles des mosquées. Ils recevaient chez eux l'enseignement d'un cheikh. À cette exception près, il y avait à l'école des garçons de diverses conditions, fils de cadis, de notaires, d'officiers, de fonctionnaires royaux ou municipaux, de boutiquiers et d'artisans, même quelques fils d'esclaves envoyés par leur maître. Voilà, c'est pour... Vous voyez, c'est vraiment au milieu musulman, hein, voilà. Donc, page 186, mariage. Nous faisions les 100 pas sous les arcades de la mosquée qui illuminaient d'innombrables lampes à huile. Haroun,
se tut attendant ma réaction. J'étais trop accablé pour émettre le moindre son. Certes, je savais que l'homme auquel ma sœur était promise était capable de bien des méfaits, et c'est bien pour cela que je cherchais à empêcher le mariage. Mais il ne s'agissait plus maintenant d'éviter à une adolescente une vie morne et apathique, il s'agissait de la sauver des griffes d'un assassin, d'un monstre sanguinaire. Le furet, Haroun, son copain, n'était pas moins soucieux que moi, mais son esprit ne s'attardait jamais aux lamentations. Quand quand doit avoir lieu la cérémonie? Dans 2 mois ou plus tard. Le contrat est signé, les préparatifs sont déjà avancés. Mon père rassemble la dot. Il a commandé des draps de lit et les matelas d'ornement. La robe de Mariam est déjà prête. Il faut que tu parles à ton père, à lui seul, car si n'importe quelle autre personne s'en mêlait et s'entêterait, et plus rien ne pourrait empêcher le malheur. Je suis son conseil à un détail près. Je demandais à ma mère de vérifier auprès de Sarah si les informations de Haroun étaient avérées. La bariolée, Sarah, confirma le tout une semaine plus tard, non sans m'avoir fait jurer sur le Coran de ne jamais mentionner son nom dans cette affaire. J'avais besoin de ce nouveau témoignage pour pouvoir affronter mon père sans que le moindre filet de doute traverse mon esprit. Malgré cette précaution, je passais une nuit entière à retourner dans ma tête ce que je pourrais dire pour introduire le sujet, d'abord pour résister aux assauts ensuite, enfin si le Très-Haut se montrait compréhensif envers moi pour emporter la décision. 1000 répliques se sont faites et défaites dans mon esprit, des plus habiles aux plus sèches, mais aucune ne dura jusqu'au matin, si bien que je me dus affronter mon père le lendemain sans la moindre idée, sans le moindre commencement d'argument. Je voudrais te dire une chose qui va peut-être te déplaire. Et était en train d'avaler, comme chaque matin, sa bouillie d'épeautres cuites, assis sur un coussin de cuir dans un coin du patio. Tu as fait une bêtise? Il ne s'agit pas de moi. Je pris mon courage de main. Depuis que les gens savent que ma sœur va épouser le Zerouhali, on vient souvent me raconter des choses inquiétantes. Le bol aux lèvres, il aspira bruyamment. Quels gens? Ce ne sont pas les jaloux qui manquent dans cette ville. Je fis la sourde oreille. On dit que plusieurs de ces femmes sont mortes étranglées. Si quelqu'un te redit une chose pareille, tu lui répondras que si ces femmes ont été châtiées, c'est qu'elles le méritaient et que dans notre famille, les filles ont toujours été irréprochables. Es-tu sûr que Mariam sera heureuse avec? Mêle-toi de ce qui te regarde. Il s'essuya la bouche d'un revers de la manche et se leva pour partir. Je m'accrochai lamentablement. Ne t'en va pas ainsi, laisse-moi te parler. J'ai promis ta sœur à cet homme et je n'ai qu'une parole. En plus, nous avons signé et le mariage est dans quelques semaines. Au lieu de rester ici à écouter des bobards, rends-toi utile. Va voir chez les matelassiers si leur travail avance. Tout ce qui a trait à ce mariage, je refuse de me... La gifle, si violente que ma tête tourna quelques longues secondes. Derrière moi, j'entendis le cri étouffé de Varda et de Mariam, qui, abritée derrière une porte, n'avait rien perdu de la conversation. Mon père me prit la mâchoire dans la main et la serra fort en la secouant fébrilement. Plus jamais ne me dis « je refuse », plus jamais tu ne me parles sur ce ton. Je ne sais ce qui me prit à cet instant, j'avais l'impression que quelqu'un d'autre s'exprimait par ma bouche. Je ne t'aurais jamais parlé sur ce ton si je ne t'avais vu assis dans une taverne. L'instant d'après, je regrettais déjà. Jusqu'à la fin de mes jours, je regretterais d'avoir prononcé ces mots. J'aurais voulu qu'il me gifle à nouveau, qu'il me roue de coups plutôt que de s'écrouler ainsi sur son coussin, l'air hébété, le visage dans les mains. Lui faire des excuses, à quoi cela aura-t-il servi? Je sortis de sa maison, me chassant moi-même, et je marchai droit devant moi, des heures durant, sans saluer personne, sans voir personne, la tête vide et endolorie. Cette nuit-là, je ne dormis ni chez mon père, ni chez mon oncle. J'arrivai le soir chez Haroun, je m'étendis sur une natte,
et je ne me relevais plus. Voilà. Page 206, voyage. C'est l'histoire d'un voyage aussi, hein, c'est vrai. Léon l'Africain. Belle intrigue, beau voyage, belle description, belle langue française. Voilà, c'est ça Léon l'Africain. Cette année-là fut celle de mon premier grand voyage qui devait me conduire à travers l'Atlas, Séjalmès et la Numidie, vers l'étendue saharienne, puis vers Tombouctou, mystérieuse cité du pays des Noirs. Kali avait été chargé par le nouveau sultan de Fès de porter un message au puissant souverain du Soudan, Laskia Mohamed Touré, lui annonçant son accession au pouvoir et promettant d'établir entre leurs deux royaumes leurs rapports les plus amicaux. Comme il me l'avait promis 5 ans plus tôt, lors de son périple en Orient, mon oncle m'avait invité à l'accompagner. J'en avais parlé à mon père qui, par égard pour ma barbe, soyeuse mais déjà épaisse, ne songeait plus à s'y opposer. La caravane s'était ébranlée aux premières fraîcheurs de l'automne, forte de 200 montures portant hommes, vivres et cadeaux. Nous avions droit à des gardes à chameaux pour nous protéger tout au long du trajet, ainsi qu'à des cavaliers qui devaient rebrousser chemin aux portes du Sahara. Il fallait également des chameliers et des guides expérimentés, ainsi que des serviteurs en nombre suffisant pour que l'ambassade paraisse considérable aux yeux de nous autres. Au cortège officiel s'étaient joints, après avoir sollicité la permission de mon oncle, plusieurs négociants avec leurs marchandises, entendant profiter à la fois de la protection royale au cours de route et du traitement de faveur que nous ne manquerions pas de recevoir à Tombouctou. Les préparatifs avaient été trop minutieux, trop longs à mon goût. Les derniers jours, je ne parvenais plus à dormir ni à lire. Je ne respirais plus que par bouffées distantes et oppressées. J'avais besoin de partir à l'instant, de m'accrocher bien haut à la bosse d'un chameau, de m'engloutir dans l'immensité désertique, où les hommes, les bêtes, l'eau, le sable et l'or ont tous la même couleur, la même valeur, la même irremplaçable futilité. Donc ensuite, 225 Tombouctou, pour le coup. À la cour de Tombouctou, le rituel est précis et somptueux. Quand un ambassadeur obtient une entrevue avec le maître de la ville, il doit s'agenouiller devant lui, la face frôlant le sol, ramasser de la main un peu de terre et s'en asperger la tête et les épaules. Les sujets de ce prince doivent faire le même, mais seulement la première fois qu'il lui adresse la parole. Pour les entrevues suivantes, le cérémonial se justifie. Le palais n'est pas grand, mais son aspect est fort harmonieux. Il y a été construit il y a près de 2 siècles par un architecte andalou connu sous le nom de Israq le Grenadin. Bien qu'il soit le vassal de Laskia Mohamed Touré, roi de Gao du Mali et de bien d'autres contrées, le maître de Tombouctou est une personne considérable, respectée dans tout le pays des Noirs. Il dispose de 3000 cavaliers et d'une infinité de fantassins armés d'arcs et de flèches empoisonnées. Quand il se déplace d'une ville à l'autre, il monte un chameau ainsi que les gens de sa cour qui sont accompagnés de chevaux conduits en main par des palefreniers. S'il rencontre des ennemis et qu'ils doivent se battre, le prince et ses soldats sautent de leurs chameaux tandis que les estaffiers entravent les chameaux. Lorsque le prince remporte une victoire, toute la population qui lui avait fait la guerre est capturée et vendue, adultes et enfants. C'est pourquoi on trouve dans les maisons de la ville, même si elles sont modestes, un grand nombre d'esclaves domestiques, mâles et femelles. Certains maîtres utilisent ces derniers pour écouler divers produits dans les souks. On les reconnaît aisément car ce sont les seules femmes de Tombouctou à ne pas se voiler. Une bonne partie du petit commerce est entre leurs mains, surtout l'alimentation et tout ce qui s'y rapproche, activité particulièrement lucrative car les habitants de la cité se nourrissent bien.
Les grains et les bestiaux s'y trouvent en abondance. La consommation de lait et de beurre est considérable. Seul est rare le sel, et plutôt que d'en répandre sur les aliments, les habitants en tiennent à la main des morceaux qu'ils lèchent de temps en temps entre deux bouchées. Les citadins sont souvent riches, surtout les marchands fort nombreux à Tombouctou. Le prince les traite avec égard, même quand ils ne sont pas du pays. Il a même donné 2 de ses filles en mariage à 2 commerçants étrangers en raison de leur fortune. On importe à Tombouctou toutes sortes de produits, notamment de l'étoffe d'Europe, qui se vend bien plus cher qu'à Fès. Pour les transactions, on n'utilise pas de monnaie frappée, mais des morceaux d'or pur. Les plus petits paiements s'effectuent avec des coris, qui sont des coquillages en provenance de Perse et des Indes. Voilà, voilà. Donc, page 336, Barberousse. Personnage étonnant, Barberousse. Non, c'est 300. Voilà. J'y suis. C'est à Bougie que j'ai rencontré Barberousse, comme je l'écris dans ma description de l'Afrique. Il avait effectivement la barbe fort rousse, de couleur naturelle, mais aussi de henné, car l'homme avait 50 ans passés, paraissait plus vieux encore et ne semblait tenir debout que par la rage de vaincre. Il boitait jusqu'au sol et sa main gauche était en argent. Il avait perdu son bras à Bougie même lors du siège précédent qui s'était terminé par un désastre. Cette fois, le combat semblait mieux engagé. Il avait déjà occupé la vieille citadelle de la cité et entreprenait d'investir une autre forteresse proche de la plage où les Castillans résistaient. Le jour de mon arrivée, le combat connaissait un répit. Devant la tente du commandement se tenaient des gardes, dont l'un était originaire de Malaga. C'est lui qui courut appeler Haroun avec une déférence qui me fit comprendre que le furet, son copain d'enfance, était un lieutenant de Barberousse. De fait, il arriva entouré de 2 Turcs qui congédièrent d'un geste assuré avant de se jeter sur moi. Nous restâmes un long moment accolés, échangeant des tapes vigoureuses qui disaient toute l'amitié, toute la surprise et toute la douleur de l'éloignement. Haroun me fit d'abord entrer dans la tente, me présenta à Ahour comme un poète et un diplomate de renom, ce dont je ne compris que plus tard, c'est la raison. Le corsaire parlait comme un roi, en phrases courtes et définitives dont le sens apparent était banal et le sens caché difficile à cerner. Ainsi évoqua-t-il les victoires de Sélim l'Ottoman et l'arrogance croissante des Castillans, observant tristement que c'est en Orient que le soleil de l'islam se lève et en Occident qu'il se couche. Quand nous eûmes pris congé, Haroun me conduisit à sa propre tente, moins vaste et moins ornementée, mais qui pouvait tout de même accueillir une dizaine de personnes et qui était fort bien approvisionnée en boissons et en fruits. Je n'eus pas besoin de poser mes questions pour que le furet commençât à y répondre. Je n'ai tué que des meurtriers, je n'ai dépouillé que des voleurs. Pas un instant je n'ai cessé de craindre Dieu. J'ai seulement cessé de craindre les riches et les puissants. Ici, je me bats contre les infidèles que nos princes courtisent. Je défends les villes et qu'ils abandonnent. Mes compagnons sont des bannis, des proscrits, des malfaiteurs de toutes les contrées. Mais n'est-ce pas des entrailles du cachalot que sort l'ambre gris? Il avait débité ces mots à la file comme s'il récitait la Fatiha. Puis, sur un ton tout autre, « Ta sœur était admirable, une lionne de l'Atlas. Elle se trouve dans ma maison, à Gigil, à 60 milles d'ici, avec nos 3 garçons, dont le plus jeune s'appelle Hassan. » Page 396, Rome. Parce qu'il va être enlevé par des corsaires siciliens, je crois. Alors, 396. Et donné en cadeau au pape. C'était un plaisir pour l'esprit que de marcher aux côtés de Guicciardini,
de recueillir ses impressions, ses commentaires, ses confidences. Il y avait cependant quelques désagréments. Ainsi, pour aller du château de Saint-Ange au nouveau palais du cardinal Farnèse, situé à moins d'1 mille, il nous fallut près de 2 heures, tant la notoriété de mon compagnon était grande. Si certains personnages le saluaient en passant, d'autres mettaient pied à terre pour entrer avec lui dans un aparté. Une fois libéré, le Florentin revenait vers moi avec un mot d'excuse. C'est un compatriote récemment installé à Rome. Ou bien, c'est un dataire fort influent. C'est le maître de poste du roi de France. Et même par 2 fois, c'est le bâtard du cardinal un tel. Je n'avais montré aucune surprise. Hans m'avait déjà expliqué que dans la capitale des papes, pourtant grouillante de religieux, de nonnes, de pèlerins de tout pays, les maîtresses des princes de l'Église avaient palais et serviteurs, que leur progéniture était promeuse aux plus hautes charges, que les prêtres de moindre rang avaient leurs concubines ou leurs courtisanes, avec lesquelles ils s'affichaient sans vergogne dans la rue. Le scandale est moins dans la luxure que dans le luxe, dit Guicciardini, comme s'il avait suivi pas à pas le cheminement de ma pensée. Il poursuivit. Le train de vie des prélats de Rome coûte des sommes considérables, alors que rien n'est produit dans cette ville de clercs. Tout est acheté à Florence, à Venise, à Milan et ailleurs. Pour financer les folies de cette ville, les papes se sont mis à vendre des dignités ecclésiastiques. 10 000, 20 000, 30 000 ducats le cardinal. Ici, tout est à vendre, même la charge de camerlingue. Comme cela ne suffisait toujours pas, on s'est mis à vendre des indulgences aux malheureux Allemands. Si vous payez vos péchés, vous serez pardonnés. En somme, c'est le paradis que le Saint-Père charge à vendre. C'est ainsi qu'a commencé la querelle avec Luther. Ce moine avait donc raison. En un sens, oui, seulement je ne puis m'empêcher de songer que l'argent, rassemblé de façon si douteuse, doit servir à achever la basilique Saint-Pierre, et qu'une partie est consacrée non aux ripailles, mais aux plus nobles créations humaines. Des centaines d'écrivains d'artistes sont en train de produire à Rome des chefs-d'œuvre devant lesquels les anciens pâliraient d'envie. Un monde est en train de renaître avec un regard nouveau, une ambition nouvelle, une beauté nouvelle. Il est en train de renaître ici, maintenant dans cette Rome corrompue, vénale et impie, avec l'argent extorqué aux Allemands. N'est-ce pas là un gaspillage fort utile? Voilà, page 401, Raphaël. Donc c'est une illustration de la Renaissance, quoi. 401. Raphaël. Ce jour-là, en effet, devait être commémoré dans la chapelle Sixtine le premier anniversaire de la mort de Raphaël de Urbino, que Léon X chérissait plus que tous ses autres protégés. Il l'évoquait souvent avec une émotion non feinte, me faisant regretter de l'avoir si mal connu. Du fait de ma longue réclusion, je n'avais rencontré Raphaël que 2 fois. La première rapide, dans un couloir du Vatican, la seconde à mon baptême. Après la cérémonie, il était venu, comme tant d'autres, présenter ses congratulations au pape, qu'il avait installé à mes côtés. Une question lui brûlait les lèvres. Est-il vrai que dans votre pays, il n'y a ni peintre ni sculpteur? Il arrive que des gens peignent ou sculptent, mais toute représentation figurée est condamnée. On la considère comme un défi au Créateur. C'est trop d'honneur qui est fait à notre arc de pensée qui peut rivaliser avec la création. Il avait eu une mouille étonnée et quelque peu condescendante. Je m'étais senti contraint de répliquer. N'est-il pas vrai que Michel-Ange, après avoir sculpté Moïse, lui a ordonné de marcher ou de parler? Raphaël avait souri malicieux. On l'a raconté. C'est cela que les gens de mon pays cherchent à éviter, qu'un homme ambitionne de se substituer au Créateur. Et le prince qui décide de la vie et de la mort ne se substitue-t-il pas à Dieu d'une manière bien plus impie que le pape? Et le maître qui possède des esclaves, qui les vend et les achète? La voix du peintre s'était élevée d'un ton.
Je m'efforçais de le calmer. Un jour, j'aimerais visiter votre atelier. Si je décidais de faire votre portrait, serait-ce une impiété? Nullement. Pour moi, ce serait comme si le plus éloquent de nos poètes écrivait mon éloge. Je n'ai pas trouvé meilleure comparaison. Ils sont contentables. Fort bien. Venez chez moi quand vous le voudrez. Je m'étais promis de le faire, mais la mort avait été la plus rapide. De Raphaël, il ne m'est resté que quelques mots, une moue, un sourire, une promesse. Mon devoir a été d'y songer en cette journée du souvenir. Voilà, donc je vous laisse lire le milieu, le début, la fin de ce très très beau roman d'Amin Malouf, le nouveau secrétaire perpétuel de l'Académie française. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine à tous, et puis je vous retrouve dans 15 jours. À très bientôt.